Avez-vous déjà pensé qu'un simple baiser pouvait changer le destin de plusieurs générations? En 1940, à Nantes, une jeune couturière a accompagné son mari à la gare, un soldat ordinaire partant pour le front. Devant un photographe de passage, ils se sont embrassés une dernière fois, sans savoir que cette image deviendrait un symbole d'amour, de promesse et de survie. Des décennies plus tard, cette photo réapparaîtra, révélant un secret que ni la guerre, ni le temps n'avaient réussi à effacer. Restez jusqu'à la fin, car aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatisée inspirée de notre réalité, où un simple instant capturé sur une pellicule est devenu une leçon sur la force de la mémoire et la dignité humaine. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Cela nous aide à continuer à partager des histoires vraies, humaines et pleines de sens, parce que parfois, les plus grandes leçons de vie se cachent dans les histoires que l'histoire a oubliées. Cette photographie a été trouvée dans le tiroir d'une vieille commode à Nantes, en 1987, enveloppée dans un mouchoir brodé qui sentait encore la lavande. Au centre de l'image, un jeune soldat en uniforme simple, sans médaille, tient le visage d'une femme entre ses deux mains. Leurs yeux sont fermés dans un baiser long, urgent, comme s'il voulait graver en elle tout ce qu'il ne pourrait jamais dire. Mais regardez bien ce sourire sur les lèvres de la femme, juste avant que leur bouche se touche. C'est le sourire de quelqu'un qui connaît un secret terrible, un secret qui coûterait des vies s'il était découvert. Cette femme s'appelait Margot Rivière. Elle avait 22 ans ce jour-là, et dans 3 minutes, elle allait perdre l'homme qu'elle aimait pour toujours. Mais ce que personne ne savait, c'est que ce baiser n'était pas seulement un adieu. C'était une promesse qui traverserait 3 générations et changerait le destin de centaines de personnes. À côté d'elle, dans la photo, une femme âgée en deuil observe, rigide. C'est Louise Valmier, la mère du soldat. Son visage est de pierre, mais ses mains agrippent la poignée d'un landau avec une force qui trahit sa terreur. Dans ce landau, presque invisible, dort Claire, la fille du couple, âgée de quelques mois seulement. Des registres paroissiaux de Nantes confirment son baptême, en mars 1940, 2 semaines avant cette photographie. Le soldat s'appelait Antoine Valmier, 26 ans, fils de boulanger d'un village près de Nantes. Il n'était pas un héros, pas un officier, pas un aristocrate. C'était un homme ordinaire, élevé entre les sacs de farine et les aubes froides, qui rêvait d'ouvrir un petit café avec de la musique le dimanche. Mais Antoine gardait un secret que même sa propre mère ne connaissait pas. Un secret qui, s'il était révélé, condamnerait non seulement sa famille, mais 200 autres. Margot était couturière. Elle avait appris à transformer de vieilles robes en vêtements neufs pour les femmes de la ville, soutenant comme elle le pouvait sa mère veuve et affrontant le mépris silencieux des plus riches. Les archives nationales montrent que durant l'occupation, les tissus étaient rationnés et les couturières devaient recourir au marché noir ou au troc pour survivre. Margot faisait partie de ces femmes qui travaillaient jusqu'à l'aube, échangeant des réparations contre du lait pour sa fille. Ce jour-là, à la gare, Antoine venait d'être convoqué. Margot l'avait supplié de ne pas partir, mais elle savait que c'était inutile. 5 millions d'hommes avaient été mobilisés entre 1939 et 1940, selon les registres militaires français. Antoine n'était qu'un numéro de plus dans cette machine de guerre qui avalait les fils, les pères, les maris. Mais juste avant de monter dans le train, Antoine avait murmuré quelque chose à Margot, quelque chose qui changerait tout. Les lèvres collées contre son oreille, étouffées par le sifflet du train, il avait dit « Si je ne reviens pas, vous vivrez pour moi ». Pas de papier, pas de testament héroïque, juste cette phrase. Une phrase qui deviendrait l'encre émotionnelle de 3 générations. Le photographe qui avait capturé cet instant n'était pas un professionnel. C'était un inconnu qui passait par là, un homme qui avait vu quelque chose dans la façon dont Antoine tenait Margot, dans la façon dont les doigts de Margot agrippaient le manteau de son mari, dans la façon dont Louise serrait le landau. Le clic s'était produit parce que quelque chose dans cette scène demandait à ne pas être oublié. Ce que personne ne voyait sur cette photo, c'est qu'Antoine tremblait. Ses mains qui tenaient si fermement le visage de Margot tremblèrent de peur. Il n'était pas courageux par nature.
Il avait des cauchemars depuis la convocation, se réveillait en sueur en pensant au fusil qu'il devrait tenir, aux ordres qu'il devrait suivre. Antoine se sentait comme un imposteur dans cet uniforme. Il se sentait coupable d'abandonner une fille qu'il connaissait à peine, de laisser Margot affronter seule un monde qui devenait chaque jour plus hostile aux femmes seules. Et Margot, derrière ce sourire fragile, sentait la rage monter en elle. Une rage qu'elle ne pouvait exprimer. Une rage contre le destin qui lui arrachait l'homme qu'elle aimait, contre la guerre qui ne distinguait pas les soldats ordinaires des héros, contre un système qui la laisserait seule avec un bébé et une belle-mère qui la blâmait déjà pour tout. Mais il y avait quelque chose d'autre dans ce baiser, quelque chose que personne ne pouvait voir, mais que tout le monde pouvait sentir. C'était l'amour brut, désespéré, d'un homme qui savait qu'il ne reverrait peut-être jamais sa fille grandir. C'était la détermination silencieuse d'une femme qui refusait d'accepter que ce moment soit la fin. Et quand le train a commencé à partir, quand Antoine a dû lâcher le visage de Margot, quand leurs doigts se sont séparés pour la dernière fois, quelque chose s'est brisé, quelque chose que Margot passerait le reste de sa vie à essayer de réparer. Mais pour comprendre comment ce baiser est devenu bien plus qu'un adieu, pour comprendre comment une simple photographie a changé le destin de 200 familles, nous devons revenir 6 mois en arrière, quand Margot et Antoine croyaient encore aux fins heureuses. Automne 1939. Une petite ville où les mères cachèrent leurs fils en entendant des pas. Il existait une loi non écrite, mais bien réelle, dénoncer ou mourir. Les registres municipaux montrent qu'entre septembre 1939 et mai 1940, plus de 300 familles avaient quitté la région de Nantes, fuyant la mobilisation ou cherchant refuge loin des côtes. Margot et Antoine faisaient partie de ceux qui étaient restés, non par courage, mais parce qu'ils n'avaient nulle part où aller. Antoine travaillait dans la boulangerie de ses parents depuis l'âge de 14 ans. Ses mains étaient calleuses, ses épaules larges, à force de pétrir la pâte avant l'aube. Mais ce que peu de gens savaient, c'est qu'Antoine détestait cette vie. Chaque matin, en enfilant son tablier blanc couvert de farine, il sentait quelque chose mourir en lui. Il rêvait de musique, de voyage, d'un petit café où les gens viendraient non pour acheter du pain, mais pour écouter des chansons et oublier leurs soucis. C'est dans ce café imaginaire qu'il avait rencontré Margot, 3 ans plus tôt. Elle était venue réparer le rideau déchiré de la boulangerie, payée avec 2 baguettes rassis et un sourire forcé de la mère d'Antoine. Margot avait 20 ans, des mains abîmées par les aiguilles, et un regard qui disait qu'elle avait déjà vu trop de choses pour son âge. Son père était mort quand elle avait 12 ans, écrasé par une charrette dans une ruelle du quartier ouvrier. Sa mère était devenue blanchisseuse, ruinant ses poumons dans la vapeur et l'eau de Javel. Margot avait appris la couture par nécessité, transformant les vieux vêtements des riches en robes acceptables pour les femmes pauvres. Elle cousait tard dans la nuit, économisant chaque sou, refusant les avances des fils de commerçants qui la regardaient comme une proie facile. Quand Antoine l'avait vue pour la première fois, penché sur le rideau avec une concentration presque douloureuse, il avait su. Il ne savait pas quoi exactement, mais il savait. Il lui avait parlé de son rêve de café, et au lieu de rire comme les autres, Margot avait dit « Alors construis-le ». Ces 3 mots avaient tout changé. Ils s'étaient mariés en 1938, dans une cérémonie simple à l'église Saint-Pierre. Louise, la mère d'Antoine, n'avait pas souri une seule fois ce jour-là. Elle voyait en Margot une fille de la rue, quelqu'un qui volerait son fils et ruinerait l'héritage familial. Des lettres trouvées dans le grenier de la famille Valmier en 1987 révèlent l'amertume de Louise. « Cette fille nous amènera le malheur, je le sens dans mes os. » Et en un sens, Louise avait raison. Pas parce que Margot était mauvaise, mais parce que le monde autour d'eux s'effondrait. En septembre 1939, quand l'Allemagne avait envahi la Pologne, Antoine avait reçu sa convocation. Pas immédiatement, mais l'ordre de se tenir prêt. Chaque jour, il ouvrait la porte en tremblant, craignant de trouver l'enveloppe officielle. Margot était tombée enceinte en décembre 1939. Elle ne l'avait dit à personne pendant 3 mois, terrifiée à l'idée qu'Antoine parte avant de connaître son enfant. Quand elle lui avait finalement annoncé,
En mars 1940, Antoine avait pleuré. Pas de joie, mais de terreur pure. Il avait dit « Comment vais-je vous protéger si je ne suis pas là ?» Claire était née un matin gris d'avril, 2 semaines avant que la convocation définitive n'arrive. Margot avait accouché dans leur petit appartement au-dessus d'une cordonnerie, assistée par une sage-femme qui sentait le vin et ne souriait jamais. Les registres de naissance montrent que Claire pesait à peine 3 kilos, fragile comme une promesse qu'on ne peut pas tenir. Antoine avait tenu sa fille pour la première fois avec des mains qui tremblaient tellement qu'il avait peur de la faire tomber. Il avait regardé ce petit visage froissé et avait su qu'il ne serait jamais assez courageux pour ce qui allait venir. Pas un héros, juste un père terrifié qui ne voulait pas abandonner sa famille. Mais la convocation était arrivée. Une enveloppe brune, officielle, qui sentait l'encre et la finalité. Départ prévu, mai 1940. Destination, le front. Les archives militaires françaises confirment que durant cette période, les soldats recevaient rarement plus de 2 semaines de préavis. Antoine en avait eu 10 jours. 10 jours pour dire au revoir à tout ce qu'il aimait. 10 jours pour mémoriser le visage de sa fille. 10 jours pour essayer de graver dans sa mémoire le son de la voix de Margot, la façon dont elle fredonnait en cousant, la manière dont elle le regardait comme s'il était capable de grandes choses. Louise avait passé ces 10 jours à préparer Margot à l'inévitable. « Il ne reviendra pas », répétait-elle. « Les soldats comme lui ne reviennent jamais. Commence à accepter. » Margot avait refusé d'écouter. Elle cousait frénétiquement, construisant une pile de vêtements pour Claire, comme si en créant assez de robes, elle pouvait retarder le départ d'Antoine. La nuit avant le départ, Antoine et Margot étaient restés éveillés, Claire dormant entre eux. Ils n'avaient pas parlé de la guerre. Ils avaient parlé du café qu'ils ouvriraient après son retour, des rideaux bleus que Margot coudrait, de la petite scène où Antoine jouerait de la guitare les dimanches après-midi, de Claire courant entre les tables, riant. C'étaient des mensonges, et ils le savaient tous les deux. Mais ces mensonges étaient tout ce qu'ils avaient. Le lendemain matin, à la gare, quand Antoine avait pris le visage de Margot entre ses mains, quand il avait murmuré « Si je ne reviens pas, vous vivrez pour moi », il savait déjà qu'il ne reviendrait pas. Les sobres vivantes du Stalag 17 ont décrit plus tard cette certitude silencieuse que les soldats portaient. Ils savaient. Ils partaient en sachant qu'ils ne reviendraient pas, mais ils le faisaient quand même. Et Margot, en sentant les mains tremblantes d'Antoine sur son visage, en voyant la terreur dans ses yeux, avait compris quelque chose de terrible. Ce baiser n'était pas un au revoir. C'était un transfert. Antoine lui donnait tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait été, tout ce qu'il aurait pu être. Il lui donnait sa vie non vécue et elle devrait la porter pour eux deux. Le train avait emmené Antoine vers le nord, vers une guerre dont personne ne comprenait encore l'ampleur. Les premières semaines, il avait écrit des lettres courtes, censurées, qui prenaient 3 à 6 mois pour arriver selon les archives de correspondance de prisonniers. « Je vais bien, je pense à vous. Embrassez Claire pour moi. » Des phrases vides qui ne disaient rien de la boue, du froid, de la peur qui le rongeait chaque nuit. En juin 1940, lors du recul chaotique des forces françaises, le régiment d'Antoine avait été encerclé près de Sedan. Pas de combat héroïque, pas de dernière résistance glorieuse. Juste des hommes épuisés, affamés, qui avaient élevé les mains quand les tanks allemands étaient apparus. 1,5 million de soldats français avaient été capturés durant cette période, selon les registres militaires. Antoine était devenu le numéro 84392, prisonnier de guerre, envoyé dans un camp quelque part en Allemagne, le Stalag 17. Des baraquements de bois qui sentaient la sueur et le désespoir. Des hommes entassés comme du bétail, dormant sur des planches nues, partageant une couverture pour 3. Le taux de mortalité dans ces camps oscillait entre 2 et 5% par an, principalement par sous-nutrition et maladie, selon les rapports de la Croix-Rouge internationale. Antoine ne mourait pas. Il survivait, ce qui était pire. Il avait appris à partager son pain même quand il mourait de faim. Il tenait la main des mourants, même quand il n'avait plus la force de tenir la sienne propre. Un jeune garçon de l'Alsace, 18 ans à peine, était arrivé au camp en pleurs, appelant sa mère.
Antoine lui avait enseigné quelques mots d'allemand qu'il connaissait grâce à un voisin d'enfance, juste assez pour éviter les coups des gardiens. Le garçon avait survécu 2 mois avant de mourir de pneumonie. Antoine l'avait tenu jusqu'à la fin. Ses gestes ne faisaient pas de lui un héros. Il le détruisait lentement. Chaque nuit, il fermait les yeux et voyait le visage de Margot, sentait le poids de Claire dans ses bras. Chaque matin, il se réveillait en se demandant si elles étaient encore en vie, si elles pensaient encore à lui, si Margot l'avait déjà oublié. À Nantes, Margot n'avait rien oublié, mais la vie sous l'occupation était une guerre différente, plus silencieuse, plus cruelle. Les commandes avaient chuté, les tissus étaient rationnés. Les archives nationales montrent que les couturières devaient obtenir des coupons spéciaux pour chaque mètre de tissu, et beaucoup recouraient au marché noir, risquant l'arrestation pour nourrir leur famille. Margot travaillait jusqu'à 4 heures du matin, recousant des boutons pour quelques centimes, transformant des draps en couches pour Claire. Il y avait des nuits où elle ne pouvait pas produire de lait pour sa fille, son corps trop épuisé, trop affamé. Elle devait frapper aux portes des fermes voisines, acceptant l'humiliation de mendier du lait en échange de petites réparations. Les femmes du quartier la regardaient avec un mélange de pitié et de mépris. « La pauvre Margot », disait-elle, assez fort pour qu'elle entende. « Son mari ne reviendra jamais. Elle devrait accepter la proposition de M. Dubois. » M. Dubois était un veuf de guerre, commerçant prospère, qui avait offert à Margot la sécurité en échange de sa main. Pas d'amour, juste un arrangement pratique. Margot avait failli accepter. Il y avait eu une nuit en janvier 1942 où Claire pleurait de faim et Margot n'avait rien à lui donner. Elle était sortie sous la neige, avait marché jusqu'à la boutique de Dubois, avait levé la main pour frapper à la porte. Sa main était restée en l'air pendant 10 longues secondes. Puis elle avait pensé au baiser d'Antoine, à sa promesse. « Vous vivrez pour moi ». Elle avait baissé la main et était rentrée chez elle. Cette nuit-là, Madame Leclerc, la vendeuse de pain qui la regardait toujours avec dureté, avait laissé une miche entière sur le pas de sa porte. Pas de notes, pas d'explication, juste du pain. Des gestes invisibles de gens qui comprenaient, même s'ils ne le montraient jamais. Louise, la belle-mère de Margot, était devenue de plus en plus amère. Elle blâmait Margot pour tout, pour la guerre, pour la convocation d'Antoine, pour le fait que son fils était prisonnier quelque part et qu'elle ne savait même pas s'il était vivant. Des lettres trouvées dans les archives familiales révèlent ces accusations. Si mon fils était resté célibataire, il aurait pu fuir. Mais toi, tu l'as piégé avec cette grossesse. Le conflit avait atteint son sommet en mars 1943, quand Louise avait tenté de prendre Claire. « Tu ne peux pas t'occuper d'elle », avait-elle dit. « Regarde-toi, tu es squelettique, la petite mérite mieux. » Margot avait serré sa fille contre elle avec une force qu'elle ne se connaissait pas. « Elle est ma fille. Antoine me l'a confiée. Je mourrai avant de la laisser partir. » Louise était partie ce jour-là et n'était jamais revenue. Elle mourait 2 ans plus tard, seule, sans avoir revu ni son petit-fils ni sa belle-fille. Certaines blessures ne guérissent jamais. Pendant ce temps, dans le camp, Antoine commençait à perdre espoir. Les nouvelles de France arrivaient fragmentées, déformées. Il entendait parler de villes bombardées, de familles déportées, de femmes seules qui mourèrent de faim. Chaque rumeur était un couteau dans son cœur. Il imaginait Margot morte, Claire orpheline, sa promesse brisée. En avril 1944, un nouveau prisonnier était arrivé au camp. Un homme de Nantes qui connaissait leur rue, qui avait vu Margot. « Elle est vivante », avait-il dit à Antoine. « Maigre comme un clou, mais vivante. Et ta fille aussi, elle lui ressemble. » Antoine avait pleuré cette nuit-là pour la première fois depuis sa capture. Pas de tristesse, mais de soulagement si intense que c'en était douloureux. Mais ce soulagement serait de courte durée. En mai 1944, alors que les Alliés avançaient et que la libération semblait proche, un garde avait commencé à battre le jeune homme de l'Alsace qu'Antoine avait aidé autrefois. L'homme, maintenant un squelette ambulant, ne pouvait plus se défendre. Les survivants du Stalag 17 ont décrit plus tard ce moment. Antoine s'était interposé. Pas par héroïsme, pas par grandeur, mais parce que c'était la seule chose qu'il savait faire.
Le garde l'avait frappé avec la crosse de son fusil. Une fois, deux fois. Antoine était tombé, du sang coulant de sa tempe. Il avait regardé le ciel gris d'Allemagne et avait pensé à se baiser à la gare. Il avait pensé « J'ai tenu ma promesse. Je ne les ai pas abandonnés. Je suis resté moi jusqu'à la fin. » Il était mort 3 jours plus tard, d'une hémorragie interne. Pas de médecin, pas de cérémonie. Juste un corps de plus enterré dans une fosse commune près du camp. Les registres officiels ne mentionnaient même pas son nom. Juste le numéro. 8A-1477392. Décédé, mai 1944. Cause, complications suite à incident disciplinaire. En juillet 1944, quand les camps avaient commencé à être libérés, un ancien prisonnier était revenu à Nantes. Il cherchait les familles, portant les dernières paroles des morts. Il avait frappé à la porte de Margot un soir d'été, son visage ravagé disant tout avant même qu'il ouvre la bouche. L'homme s'appelait Henri Moreau. Il avait partagé le baraquement d'Antoine durant 2 ans. Quand Margot avait ouvert la porte ce soir de juillet 1944, elle avait su immédiatement. Personne ne fait 500 kilomètres à pied, juste pour apporter de bonnes nouvelles. Henri lui avait tout raconté. Pas dans le salon, pas devant Claire qui jouait dans un coin avec une poupée faite de chiffon. Dehors, sur le seuil, sous le ciel d'été qui semblait se moquer de la tragédie. Il n'a pas souffert longtemps, avait menti Henri, essayant d'adoucir ce qui ne pouvait pas l'être. Il a parlé de vous jusqu'à la fin. Il a dit « Dites-leur que j'ai tenu ma promesse ». Margot n'avait pas pleuré. Pas encore. Elle avait remercié Henri, lui avait offert du pain et de l'eau, l'avait regardé partir dans le crépuscule. Puis, elle était rentrée, avait préparé le dîner de Claire, l'avait mise au lit, lui avait chanté une berceille qu'Antoine fredonnait autrefois. Sa voix ne tremblait pas. Ses mains ne tremblaient pas. Elle était parfaitement calme. Ce n'est que plus tard, quand Claire dormait, quand la maison était silencieuse, que Margot était allée chercher la photo. La seule photo d'Antoine et elle ensemble. Cette photo prise à la gare, ce dernier baiser, ses mains tremblantes sur son visage. Elle s'était assise sur le sol de la chambre, avait regardé cette image, et quelque chose en elle s'était brisé. Elle ne criait pas. Le cri était resté coincé dans sa gorge, silencieux, suffocant. Ses mains serraient la photo si fort que le papier se froissait. Elle voyait maintenant ce qu'elle n'avait pas pu voir ce jour-là, le désespoir dans les yeux fermés d'Antoine, la façon dont ses doigts s'accrochaient à elle comme un homme qui se noie, s'accroche à une bouée, la terreur à peine contenue derrière ce baiser. Ce baiser n'avait jamais été un au revoir, c'était un transfert. Antoine lui avait donné tout ce qu'il était, tout ce qu'il aurait pu être, et maintenant elle devait vivre avec ce poids. Elle devait vivre pour 2, pour 3, en comptant Claire. Cette nuit-là, Margot avait pris une décision. Elle aurait pu se laisser détruire. Elle aurait pu accepter la pitié du quartier, épouser Monsieur Dubois, laisser la mémoire d'Antoine s'effacer doucement comme les autres soldats morts sans gloire. Mais quand elle regardait cette photo, quand elle voyait la force avec laquelle Antoine l'avait tenue, elle comprenait quelque chose. Il ne lui avait pas demandé de pleurer. Il lui avait demandé de vivre. Les années suivantes avaient été les plus difficiles. Margot travaillait dans les maisons des riches, cousait pour des familles qui feignaient d'oublier la guerre ou qui la romantisaient en dîner mondain. Elle écoutait des femmes qui n'avaient jamais eu faim se plaindre de la qualité du tissu. Elle acceptait leur pourboire avec un sourire figé et rentrait chez elle avec les mains qui saignaient. Il y avait eu des propositions, des hommes qui voyaient en elle une femme seule, vulnérable, un patron qui lui avait offert plus d'argent pour plus que de la couture. Elle avait refusé, même quand elle ne savait pas comment elle paierait le loyer du mois suivant. Chaque fois qu'elle pensait céder, elle touchait la photo dans sa poche et se souvenait « Vous vivrez pour moi ». Claire grandissait sans comprendre. À l'école, elle était la fille sans père. Les autres enfants, cruels comme seuls les enfants peuvent l'être, lui demandaient « Où est ton papa ?» Claire répondait ce que sa mère lui avait appris. « Il est mort en héros ». Mais elle ne le croyait pas vraiment. Comment peut-on être un héros quand personne ne connaît votre nom? À 13 ans, Claire avait explosé. « Pourquoi tu as épousé quelqu'un qui allait partir ?» avait-elle crié à Margot. « Pourquoi tu n'as pas choisi quelqu'un qui serait resté ?»
Maintenant tout le monde me regarde comme si j'étais à plaindre. Margot l'avait giflé, la seule fois de sa vie. Puis elle l'avait serré dans ses bras et avait pleuré, pour la première fois depuis des années. Cette nuit-là, Margot avait montré la photo à Claire. Pas juste l'image, mais l'histoire derrière. Elle lui avait raconté Antoine non comme un héros de guerre, mais comme un homme terrifié qui avait choisi la bonté quand il aurait pu choisir la survie. Un homme qui partageait son pain avec des inconnus alors qu'il mourait de faim. Un homme qui était mort en défendant quelqu'un d'autre parce qu'il ne savait pas faire autrement. « Ton père n'était pas un héros de statut », avait dit Margot. Il était un héros de tous les jours. Le genre d'homme que le monde oublie parce qu'il ne fait pas de bruit. Mais ces hommes-là, ce sont eux qui changent vraiment le monde. Pas par de grands gestes, mais par 1000 petits choix quotidiens de rester humain quand tout pousse à l'inhumanité. Claire avait regardé la photo différemment ce soir-là. Elle voyait maintenant non pas l'absence d'un père, mais la présence d'un héritage. Et quelque chose avait changé en elle. Elle était devenue enseignante. Pas dans une école privée du centre-ville, mais dans une école publique de la périphérie de Lyon. Là où les enfants d'ouvriers et d'immigrés apprenaient entre 4 murs décrépits. Elle défendait ses enfants avec la même férocité que Margot avait défendu la mémoire d'Antoine. Elle leur enseignait que l'héroïsme n'est pas une question de monument, mais de choix quotidiens. En 1972, Claire avait un fils. Julien, 14 ans, curieux, obsédé par l'histoire. C'est lui qui avait posé la question qui changerait tout. Un dimanche après-midi, en visitant Margot, maintenant âgée de 54 ans, il avait demandé « Grand-mère, pourquoi tu ne t'es jamais remariée? Les autres disent que tu étais belle. » Margot n'avait jamais vraiment répondu à cette question. Pas directement. Mais ce jour-là, elle avait décidé qu'il était temps. « Venez », avait-elle dit à Claire et Julien. « Il y a quelque chose que je dois vous montrer. » Elle les avait emmenés à la gare de Nantes. L'endroit avait changé, modernisé, bétonné. Mais le quai était encore là, la plateforme où Antoine était monté dans ce train 32 ans plus tôt. Margot avait marché lentement, ses pas courts, ses mains tremblantes. Quand elle avait touché le garde-corps métallique, le seul élément qui avait survécu à la rénovation, quelque chose s'était débloqué en elle. Elle leur avait montré la photo. Claire la connaissait, mais Julien la voyait vraiment pour la première fois. « C'est ici », avait dit Margot. « C'est ici que votre grand-père m'a fait une promesse. Et c'est ici que j'ai compris ce que signifie vraiment l'amour. » Elle s'était tournée vers Julien, les larmes coulant maintenant librement. « Tu me demandes pourquoi je ne me suis jamais remariée? Parce que ce baiser m'a appris que l'amour véritable n'a pas besoin d'une vie entière pour être complet. Ton grand-père m'a donné ta mère m'a donné toi. Il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour que nous apprenions que l'amour n'est pas une question de durée, mais de ce qu'on choisit de faire avec la mémoire. » Claire pleurait maintenant aussi. 32 ans de ressentiment, de questions, de culpabilité s'évaporaient. Elle comprenait enfin que l'absence de son père n'était pas un abandon, mais un don. Il lui avait donné une mère qui avait transformé la tragédie en force, qui avait refusé de laisser la douleur gagner. Julien était resté silencieux sur cette plateforme de gare, regardant sa grand-mère et sa mère pleurer ensemble. Quelque chose s'était éveillé en lui ce jour-là. Une compréhension que l'histoire n'était pas faite que de généraux et de batailles, mais de gens ordinaires qui faisaient des choix extraordinaires dans des moments impossibles. Il avait décidé ce jour-là de devenir historien. Pas le genre qui étudie les traités et les stratégies militaires, mais celui qui recherche les noms oubliés, les soldats sans médaille, les femmes qui ont tenu leurs familles ensemble pendant que le monde s'effondrait autour d'elles. À l'université, ses professeurs lui disaient de choisir des sujets plus importants. Julien refusait. Pour lui, rien n'était plus important que de donner un nom à ceux que l'histoire avait oubliés. En 1978, à 20 ans, Julien avait retrouvé les archives du Stalag 17. Des centaines de noms, de numéros, de dates de décès. Il avait cherché pendant des semaines avant de trouver. 8 AK-37 et 392. Valmir Antoine. Décédé mai 1944. Juste une ligne dans un registre poussiéreux. Mais pour Julien, c'était la preuve. La validation que son grand-père avait existé, qu'il était plus qu'une photographie floue
et une histoire racontée à voix basse. Il était revenu voir Margot avec le document. Elle avait alors 60 ans, ses cheveux gris, ses mains déformées par des décennies de couture. Quand Julien lui avait montré la ligne dans le registre, elle l'avait touché du bout du doigt, comme si elle pouvait sentir Antoine à travers le papier. « Maintenant tu es réel pour le monde aussi », avait-elle murmuré. Ensemble, Julien et Claire avaient créé quelque chose de modeste mais significatif. Une petite bourse d'études au nom d'Antoine Valmier, destinée à des jeunes sans ressources de la région de Nantes. Pas des dizaines de milliers d'euros, juste assez pour aider 5 à 8 jeunes par an à poursuivre leurs études. Les registres municipaux de Nantes montrent qu'entre 1979 et aujourd'hui, plus de 300 jeunes ont bénéficié de cette bourse. Claire avait également écrit un petit livret. « Héros sans médaille », l'avait-elle appelé. Ce n'était pas un best-seller, juste 100 pages modestes, vendues dans quelques librairies locales, lues principalement par des enseignants et des familles qui cherchaient à comprendre cette période. Mais pour ceux qui le lisaient, c'était une révélation. L'histoire n'appartient pas qu'aux grands hommes. En 1983, Margot était tombée malade. Rien de dramatique. Juste l'usure d'une vie de travail acharné, de nuits blanches, de sacrifices silencieux. Elle avait 65 ans, et son corps décidait qu'il en avait assez. Claire et Julien l'avaient ramenée dans le petit appartement où elle avait vécu avec Antoine, où Claire était née, où tant de larmes avaient été versées et tant de force avait été trouvée. Sur la table de nuit, Margot avait demandé qu'on place la photo. Cette photo de la gare, jaunie par le temps, les bords usés d'avoir été touchés tant de fois. Elle la regardait chaque soir avant de dormir et chaque matin en se réveillant. Un matin de septembre, Claire était venue comme d'habitude. Elle avait trouvé sa mère paisible, un léger sourire sur les lèvres, la photo tenue contre sa poitrine. Ses derniers mots, murmurés la veille à Claire, avaient été « J'ai tenu sa promesse. Nous avons vécu pour lui. Et c'était beau. » Les funérailles avaient été simples. Pas de grande cérémonie, pas de discours officiels. Juste la famille, quelques voisins âgés qui se souvenaient encore de cette jeune couturière courageuse, et une classe entière d'élèves de Claire qui voulaient rendre hommage à la femme qui avait inspiré leur professeur préféré. Margot avait été enterrée à côté d'une petite pierre tombale que Julien avait fait placer des années plus tôt. Sur cette pierre, 2 noms. Antoine Valmier, 1914-1944, et maintenant Margot Valmier, née Rivière, 1918-1983. Pas de corps d'Antoine, bien sûr. Il reposait quelque part en Allemagne, dans une fosse commune sans nom. Mais son nom était là, gravé dans le marbre, prouvant qu'il avait existé, qu'il avait été aimé, qu'il avait compté. Claire et Julien visitaient les tombes chaque année, le jour anniversaire de la photo. Pas pour pleurer, mais pour se souvenir, pour remercier. Parce que ce baiser sur cette plateforme de gare n'avait pas été seulement un adieu. Il avait été une graine plantée dans la douleur, qui avait grandi en résilience, qui avait fleuri en héritage. Julien était devenu professeur d'histoire dans une petite université. Il n'écrivait pas de livres célèbres, mais il formait des générations d'étudiants à chercher les histoires invisibles, à donner de la voix aux sans-voix. Ses cours étaient toujours pleins, non pas parce qu'il était charismatique, mais parce qu'il rendait l'histoire humaine. Claire avait pris sa retraite en 1995, après 40 ans d'enseignement. Des centaines d'anciens élèves étaient venus à sa fête. Des gens qui étaient devenus médecins, professeurs, travailleurs sociaux, tous portant en eux une petite partie de la leçon qu'elle leur avait enseignée. La dignité n'est pas une question de statut, mais de choix. La photo, elle, n'avait jamais quitté la famille. Elle n'était pas dans un musée, pas dans une exposition sur la guerre. Elle était dans le salon de Julien, encadrée simplement, accrochée entre des photos de ses propres enfants. Parfois, ses petits-enfants demandaient qui étaient ces gens dans la vieille photo. Et Julien racontait l'histoire, non pas comme une tragédie, mais comme une leçon. Il leur disait que leur arrière-arrière-grand-père n'était pas un héros de statut. Il tremblait de peur, doutait de lui-même, mourait sans gloire dans un camp dont personne ne se souvenait, mais qu'il avait choisi la bonté quand la bonté était la chose la plus difficile. Et que c'était ça, le vrai courage.
Il leur disait que leur arrière-arrière-grand-mère aurait pu se laisser briser, qu'elle aurait pu accepter la pitié, épouser pour la sécurité, laisser la mémoire d'Antoine s'effacer, mais qu'elle avait choisi de vivre non pas malgré la douleur, mais à travers elle, transformant la perte en force. Et il leur disait que c'était pour ça que cette photo existait, pas pour leur rappeler la mort, mais pour leur montrer que l'amour véritable ne meurt jamais vraiment. Il se transforme. Il devient un héritage. Il devient une leçon. Il devient une raison de choisir la dignité même quand tout pousse à l'abandonner. Parfois, en regardant cette photo, Julien imaginait ce moment. Le bruit du train, le sifflet strident, les gens pressés tout autour. Antoine tenant le visage de Margot, leurs yeux fermés, ce baiser long qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Et il comprenait que ce moment n'était pas la fin d'une histoire, mais le début d'une autre. Une histoire qui continuait encore aujourd'hui, dans chaque choix qu'il faisait d'être meilleur, dans chaque vie qu'il touchait à travers son enseignement, dans chaque jeune qui recevait la bourse Antoine Valmier et découvrait qu'il méritait plus que ce que le monde lui avait dit. Le dernier baiser n'était pas un adieu, c'était une promesse. Et cette promesse avait été tenue. Cette histoire fictionnelle, inspirée de notre réalité, nous rappelle que la mémoire humaine est tissée d'amour, de courage et de promesses silencieuses. Le dernier baiser d'Antoine et Margot n'était pas une fin, mais un passage. Il nous enseigne que même dans la perte, on peut transmettre la lumière, et que le vrai héritage ne se mesure pas en richesse, mais en dignité et en bonté. Parfois, vivre pour ceux qui ne sont plus là, c'est la forme la plus pure de fidélité. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Margot? Auriez-vous eu la force de continuer seul? Croyez-vous que les promesses faites par amour survivent vraiment autant? Que reste-t-il de nos serments lorsque tout s'effondre? Si vous êtes restés jusqu'à la fin, écrivez le mot promesse dans les commentaires, pour que nous sachions que cette histoire vous a touché, Isée. Dites-nous aussi de quelle ville vous venez. Et si vous avez dans votre famille une histoire ancienne, une photo ou un souvenir qui mérite d'être raconté, partagez-la. Elle pourrait inspirer une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime, activez la cloche et partagez cette histoire avec quelqu'un qui croit encore à la force du souvenir. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir d'autres destins qui, comme celui d'Antoine et Margot, nous rappellent que l'amour vrai ne disparaît jamais. Il se transforme.